annoncé sur ce plateau la dernière fois, eh bien, il est là maintenant. Et puis avec lui, nous allons parler du football béninois. Et puis il va s'adresser également aux acteurs de ce secteur sportif béninois. Monsieur le ministre, bonsoir. Vous le connaissez très bien, c'est bien le ministre Safio Idrissou Afo. Il va donc faire un tour d'horizon de l'actualité footballistique dans notre pays. Bonsoir à nouveau. L'ensemble des autorités religieuses et morales se réjouit du contexte socio-politique actuel dans notre pays. Ces différentes autorités se sont retrouvées au Champ d'Oiseaux cet après-midi pour saluer la décision de la Cour constitutionnelle, décision relative donc au processus électoral en cours dans le pays. Elles invitent à un sursaut patriotique. Suivons les points clés de leur déclaration. Avant tout, rendons grâce au Tout-Puissant qui nous a maintenus sous sa divine protection et nous a fait éviter jusqu'à présent les actes de violence nuisibles à la paix. À ce propos, nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements pour votre mobilisation générale à l'occasion de la journée de jeûne et de prière pour la paix qui a eu lieu les 10 et 11 décembre 2014. Le Tout-Puissant a entendu nos cris d'espoir et d'espérance. En effet, la Cour constitutionnelle a, par sa décision DCC 15001, statué d'une part sur les conditions de finalisation de la version actualisée de la LEPI et d'autre part sur le calendrier des élections constitutionnelles et légales devant se tenir au cours de l'année 2015. Cette décision du 9 janvier 2015 de la Cour constitutionnelle a le double mérite d'avoir été prise et de remettre en route le processus électoral dont chacun pouvait craindre à bon droit un enlisement dommageable à la sauvegarde de nos acquis démocratiques. Par ailleurs, nous avons pris acte de l'évolution significative qu'ont connue les travaux du COS-LEPI et nous voudrions saluer par avance tous les efforts qui restent à consentir aussi bien par les compatriotes pour aller vérifier leur inscription que par le COS-LEPI pour rendre effective la LEPI le 25 février 2015, terme prescrit par la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi nous voulons ici exhorter et encourager vivement chacun des acteurs gouvernementaux, politiques, institutionnels, parlementaires et sociaux impliqués dans le processus électoral à témoigner de sa foi avec la crainte de Dieu sans l'exécution de toute républicaine à le confier. Nous exhortons et encourageons également chaque citoyenne et chaque citoyen à adopter en tout lieu et en tout temps des comportements civiques de paix. Que Dieu protège notre cher pays, le Bénin, et le couvre de ses bénédictions. Amen. Et c'est toujours dans le cadre des élections à venir que le ministre chargé des relations avec les institutions est descendu sur le terrain pour s'enquérir du niveau de préparation des prochaines élections au Bénin. Gustave Despaux-Sonon était ce matin à la Commission électorale nationale autonome. Il ressort de cette rencontre avec les membres de la Sénat que l'institution est prête à organiser les élections. Nous vous proposons de suivre les explications d'Emmanuel Tiando, président de la Sénat, et du ministre chargé des relations avec les institutions. Ils sont tous au micro d'Amandine Aniambossou. La Sénat est en train de s'activer pour l'organisation des prochaines élections législatives. Nous sommes là, en ce moment, en train de procéder au dépouillement
des dossiers d'appel à candidature que nous avons lancés pour le recrutement des coordonnateurs d'arrondissement. Nous allons procéder à un autre dépouillement d'appel à candidature concernant les dossiers des agents des postes de vote et des assistants des coordonnateurs. Nous avons aussi déjà élaboré notre calendrier électoral pour nous permettre d'avoir une vue synoptique de l'ensemble des activités que nous devons mener jusqu'à la date du 26 avril, date législative de 2015. Les tout prochains jours, nous allons lancer un communiqué à l'attention des partis politiques pour que ces partis politiques ou ces alliances de partis puissent prendre connaissance de toutes les pièces à fournir pour le dépôt des dossiers de candidature, lequel dépôt interviendra ici à la Sénat du 20 au 24 février au plus tard. D'une manière générale, je voudrais encore au nom de la Sénat rassurer tout le peuple béninois que la Sénat est vraiment déterminée à organiser ces élections. Nous sommes très satisfaits. D'abord, nous n'avons pas tellement prévenu avant de venir et nous nous sommes rendus compte que les gens travaillent d'arrache-pied et le point qui nous a été fait, ça nous rassure que les dispositions sont prises pour que les élections soient organisées à bonne date, telle que c'est fixé par la décision de la Cour constitutionnelle. Et nous avons rassuré le président de la Sénat de notre entière disponibilité afin que nous puissions les aider à surmonter toutes les difficultés pour que ces deux élections soient organisées dans la paix et dans la concorde. Officiellement lancée hier mercredi au Palais des Congrès de Cotonou, la rencontre de sensibilisation sur les mesures de politique économique contenues dans la loi des finances s'est poursuivie avec comme invité dans l'après-midi les importateurs de marchandises. Cette séance de concertation a été l'occasion saisie par l'Argentier national d'exprimer les attentes de l'État vis-à-vis de ces acteurs économiques. Les précisions avec Renaud Akapo. En quoi vous pouvez aider l'État à accompagner les producteurs locaux, à labelliser leurs produits pour que ça puisse atteindre le niveau de standard des produits que vous importez de l'extérieur? Quel est le mécanisme que vous pensez qu'on peut mettre en place pour que, à côté des produits étrangers que vous importez, que les produits locaux aussi puissent avoir leur droit de cité? Ce sont là quelques questions qui ont été placées au cœur des échanges que le ministre en charge de l'économie a eu avec les importateurs de marchandises en activité sur le territoire béninois. Cette démarche vise à rechercher des solutions consensuelles pour assurer la mise en œuvre des mesures de politique économique contenues dans la loi des finances gestion 2015. Dans la loi des finances 2015, nous avons pris beaucoup de mesures pour pouvoir booster l'activité économique locale. Mais aussi dans la lettre de notification de crédit, nous avons fait des indications claires qui permettent quand même de pouvoir donner la possibilité aux opérateurs économiques que vous êtes et qui faites déjà beaucoup. Donc prendre ces mesures pour pouvoir vous amener à apporter votre contribution au développement du tissu économique national. Entre autres mesures, nous exigeons que les commandes publiques pour ce qui concerne les restaurants universitaires, les camps militaires, les cantines scolaires et les prisons, que les vivres viennent essentiellement de la production locale. Quel type de partenariat nous pouvons faire, par exemple, avec les importateurs que vous êtes, pour que, désormais, en important les produits de l'extérieur, vous puissiez réserver aussi une certaine quantité pour ce qui concerne l'écoulement des produits tropicaux? L'appel émis par le ministre en charge de l'économie a reçu un écho favorable dans le rang des importateurs présents à cette rencontre d'échange. Ce que vous venez de dire, je crois que ça a été bien accueilli par ma modeste personne et je crois que c'est bien accueilli aussi par les importateurs de riz en général. En notre sein, nous accueillons très bien cette nouvelle et aujourd'hui, il est temps que nous, en tant qu'importateurs béninois, nous fassions la conversion d'être importateurs pour être des exportateurs. Ce que je voudrais alors proposer, c'est que les différents importateurs qui sont ici
sous la présidence du directeur général des affaires économiques et la douane, vous puissiez vous donner un rendez-vous pour travailler, pour qu'au plus tard, mercredi prochain, nous puissions avoir un modèle. Et une fois que nous avons ce modèle, je peux vous promettre que ce que nous allons prendre comme mesure va entrer effectivement en vigueur à partir du 1er mars. Il a été ainsi retenu de commun accord la mise en place d'un mécanisme pour garantir l'achat des céréales issues de la production locale au moment de l'importation sur le marché des produits vivriers. Christian Sossouhuntho, pendant ce temps, était sur les chantiers de construction des collecteurs d'eau dans la ville de Cotonou. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement a visité ce mercredi ces ouvrages dans le cadre du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain PUGEMU. Il était accompagné des cadres du ministère et de ceux de l'AGETUR, maîtres d'ouvrage délégués. Retrouvons Amandine Aliambossou. Eh bien, si tout va bien, nous allons donc pouvoir retrouver Amandine Aliambossou pour donc parler du ministre Christian Sossouhuntho qui était sur les chantiers de construction des collecteurs d'eau dans la ville de Cotonou. Eh bien, monsieur le ministre de l'Urbanisme était donc sur les lieux pour visiter ces ouvrages dans le cadre du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain PUGEMU. Il était accompagné des cadres du ministère et de ceux de l'AGETUR, maîtres d'ouvrage délégués. Reportage donc. Cette descente sur le terrain du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement a pour objectif de constater l'évolution des travaux de construction des collecteurs d'eau dans la ville de Cotonou. Christian Sossouhuntho et sa suite étaient à Akogbato, Zogbo, Fifadi et Kpakpakame à Akpakpa. Dans l'ensemble, le taux d'exécution est satisfaisant. Nous avons visité successivement les collecteurs AA à Fidrosé à Akogbato, le collecteur P à Fifadi Sainte-Rita et Vossa. Nous avons également vu la construction du pont de Fifadi et puis enfin le collecteur d'OVD à Akpakpa. Sur le collecteur AA, nous sommes à un taux d'exécution d'environ 80%. Pour un délai qui est consommé environ à 99%. Au niveau du collecteur P, où l'entreprise Atome intervient, là c'est l'effet contraire, nous avons une avance par rapport à la consommation du délai. Nous nous sommes rendus ensuite sur le chantier de construction du pont de Fifadi. À la date d'aujourd'hui, vous pouvez constater avec moi que les appuis sont pratiquement en train de se dessiner. Nous avons globalement un taux d'exécution estimé à 70% pour une consommation de délai de l'ordre de 80%. Le collecteur d'Ouvé à Akpakpa, dans la zone de Tchangpameng, Kpakpakame, accuse un taux d'exécution estimé à 92% par rapport à une consommation de délai estimée à 99%. Bientôt la saison des pluies et le ministre de l'Urbanisme rassure. Ces ouvrages seront livrés dans les délais afin de soulager les populations du Grand Okoué. Nous demandons à AGETUR, aux maîtres d'ouvrage délégués et à tous les prestataires qui ont à charge ces travaux-là de faire tout, de faire de leur mieux pour que ces travaux finissent dans les délais contractuels. Nous sommes encore dans les délais, puisque véritablement le délai contractuel c'est, disons, le 6 ou le 10 juin. Donc nous avons énormément de temps et quand avec ça, nous savons que par ailleurs, nous sommes à 85% de taux d'exécution, à 92%, nous avons de bons espoirs que nous allons rester dans ce délai. Nous avons commencé par donner de la visibilité et avec, par la grâce de Dieu et avec la clémence de la nature, je crois que nous allons y arriver. Les responsables de ces chantiers ont saisi l'occasion pour exposer au ministre les difficultés rencontrées. Il s'agit notamment du manque de sable dans les carrières d'approvisionnement et la présence permanente de l'eau dans les zones d'intervention. Monsieur le ministre des Sports est sur ce plateau. Nous l'annoncions tantôt. Donc, monsieur le ministre, à nouveau, bonsoir.
Alors, vous aviez suivi avec intérêt, on ne va quand même pas parler du Bénin sans parler du football, de ce match que nous venons de voir tout à l'heure, Guinée équatoriale, le Ghana, 3 buts de la part du Ghana. Vos impressions? Mes impressions sont très bonnes par rapport aux deux équipes. D'abord, la Guinée équatoriale a surpris par la qualité de son football. L'entraîneur a pris l'équipe à quelques semaines de l'ouverture de la CAN. Mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je crois que c'est impressionnant. Maintenant, le Ghana est monté en puissance. Je faisais partie de ceux qui pensaient, après le match contre le Sénégal, que le Ghana, par rapport à ses problèmes internes, avait des difficultés, mais ils sont montés en puissance dans la discipline et techniquement ils étaient au point physiquement. Donc on a vu 2 demi-finales vraiment de haute facture. Et je constate que cette finale-là de l'Afrique occidentale sera une très belle finale et je souhaite que le meilleur gagne. Je crois que c'est une leçon que nous devons tirer en ce qui concerne le football béninois, qui fait que je suis ici ce soir. Voilà, c'est justement donc pour ça que vous êtes sur ce plateau. Monsieur le ministre, le football béninois en 2014 a été marqué par plusieurs difficultés, des problèmes, l'élimination de l'équipe nationale senior. Nous avons eu aussi des contre-performances et puis les sanctions aussi. Alors, et si on revenait un peu sur ces difficultés? Bon, disons que, en fait, le football béninois n'a pas de problème en tant que tel au niveau des athlètes. C'est les responsables qui sont les problèmes du football béninois. En réalité, c'est cela. La contre-performance de notre équipe senior est due au fait d'une inorganisation totale et d'un manque vraiment de cohésion, d'abord au sein du bureau. Et qu'est-ce qui crée cette inorganisation? Bon, l'inorganisation est due, à mon avis, à d'abord l'intolérance, ensuite au fait que véritablement au sein même de la fédération, ce n'est pas tous les membres. Il y en a qui sont franchement très sérieux dans ce bureau exécutif que je respecte beaucoup, mais il n'y a que le constat que je fais et qui est amer, c'est que c'est les intérêts que les uns et les autres mettent devant, avant même les questions sportives. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Je ne sais pas cacher mes impressions, c'est la vérité. Et je le leur ai dit. Et la dernière séance que j'ai eue avec eux a confirmé exactement ce que je suis en train de vous dire. On a essayé de colmater les brèches pour que le championnat démarre, mais ça n'a pas été facile. Vous avez suivi ce qui s'est passé sur le terrain. Bon, en ce qui concerne, par exemple, les sanctions, en réalité, c'est une faute administrative. Il y a une circulaire que tous les pays doivent respecter, que la CAF a édité, que tout le monde doit respecter, mais nous ne l'avons pas respecté au niveau de la Fédération béninoise de football, en l'occurrence le secrétariat général. Malheureusement, quand la CAF a saisi la fédération, bon, au lieu de répondre de manière professionnelle, on s'est mis à accuser des Béninois. Et c'est là où la CAF, et il se trouve que certains de ces Béninois sont membres de la commission de discipline de la CAF. Donc, le secrétaire général de la CAF a enjoint la Fédération béninoise de football à donner les preuves de ces accusations. Parce que, bon, vous savez, au Bénin, sur certains citoyens béninois qui sont les acteurs, qui ont été les acteurs de football béninois et qui n'ont pas été reconduits à la tête de la fédération. Ça a défrayé la chronique. Tout le monde a suivi les noms. Donc, moi, j'ai rappelé la fédération, j'ai dit, en tant que secrétaire général de la fédération, on se doit d'abord d'être courtois, ensuite d'être diplomate dans ce que nous disons. Il a fait des affirmations qui n'étaient pas fondées et ça a entraîné la CAF à mettre en demeure la fédération de donner des explications. Dieu merci, nous n'avons pas été... En réalité, c'est quoi? La circulaire dit que les moins de 17 ans, c'est le 1er janvier 1998. Ils ont aligné les joueurs qui étaient nés le 1er janvier 1997. Qui plus est, parmi ces joueurs-là, il y a l'un d'entre eux qui a joué à la CAN antérieure. Donc il ne peut pas avoir le même âge. Ça devenait un peu... C'est le mot. C'est la tricherie pure et simple. C'est une mesure, une erreur administrative grave. Bon, heureusement, nous devons écoper d'une sanction de 4 ans.
Bon, on a eu la chance, on remercie Dieu, écoutée de 2 ans. Oui. Mais ce qui est dommageable, c'est les classes d'âge, c'est-à-dire que les cadets et les juniors, c'est l'avenir du football aujourd'hui qui est pénalisé. Et quelle était la position du ministère? Non, notre position, ce n'est pas nous qui gérons directement les joueurs. Nous avons accompagné la fédération. Je crois que si les responsables de la fédération, le président et son secrétaire général tous les membres d'ailleurs sont honnêtes, sincères, ils doivent savoir que j'ai été très très coopératif. À l'époque, il y a de cela un an et quelques, je disais, accordons un an, j'avais été incompris, mais je suis dans une logique. Le timing a été respecté. Un an après, il fallait venir, plus d'un an après pratiquement, il fallait venir expliquer. Donc cette tricherie-là, ça a pénalisé les jeunes qui sont de véritables talents pour le football béninois et qui sont l'avenir du football béninois. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait extrêmement mal et c'est pour ça que je me devais de venir expliquer pour dire que le ministère a joué sa partition. En tout cas, si c'est la cohésion, j'ai fait l'effort de colmater les brèches, j'ai discuté, j'ai échangé individuellement, collectivement avec chacun d'eux. Je les ai reçus ensemble pour échanger. Ma bonne foi a été manifeste. Les accompagnements nécessaires l'ont été. L'État, le gouvernement a mis les moyens à disposition. Il n'y a pas eu de préfinancement, contrairement aux années antérieures. Et pour que ça ne se répète plus, monsieur le ministre? Bon, pour que ça ne se répète être en état de veille. Oui, on doit être en état de veille et surtout, moi, ce que je pense honnêtement, il faut que la question de la réunification, là, on la revoie. Comme je l'ai dit, je le chanterai toujours, chacun doit céder un peu pour l'autre. Chacun d'eux, quand je les écoute, chacun d'eux a raison. Mais aujourd'hui, qui est pénalisé? C'est ces jeunes footballeurs-là. C'est ces jeunes footballeurs, c'est les spectateurs, c'est vous les journalistes, c'est nous là. C'est nous qui sommes pénalisés, c'est surtout les enfants là qui jouent et qui sont de très bons joueurs. On a participé à la finale de la Coupe de l'UEMOA en Côte d'Ivoire à ma prise de fonction. Donc ça veut dire qu'il y a des qualités. C'est l'organisation interne du football qui pose problème, surtout au niveau des acteurs. Et c'est ça que nous devons corriger. Oui. La réunification, c'est indispensable. Sans ça, moi, franchement, je ne nous vois pas en train de... Je ne suis pas en train d'imposer ça à la fédération. Je l'ai dit, le président de la fédération, c'est tous les acteurs, tous les membres du comité, même les autres groupes. J'ai rencontré tout le monde. Et j'estime qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le droit vraiment de pénaliser cette jeunesse-là. Il faut un sursaut patriotique de part et d'autre. Chacun doit céder un peu pour l'autre pour permettre à notre football de prendre de l'envol. La Guinée équatoriale est né quand? Le Cap-Vert est né quand? Donc voilà, aujourd'hui, ils sont à la CAN. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Ensuite, par rapport à la suspension, il fallait que je le dise parce que j'ai entendu parler, même sur RFI, que le ministre de la Jeunesse et des Sports a résilié le contrat de l'entraîneur. Non. Le contrat est signé entre l'entraîneur et la Fédération béninoise de football représentée par son président. Il a fait la sélection, il a retenu Olé Nicole. Ils ont signé leur contrat entre eux. Le gouvernement le ministère n'a fait qu'entériner en prenant un acte pour nommer l'entraîneur. Et nous avons payé le salaire de l'entraîneur tout le temps, et pendant 10 mois. Et il était question que l'entraîneur, dans le contrat qu'ils ont signé, que l'entraîneur qualifie notre équipe à cette CAN-là et que l'équipe passe le premier tour. Ça n'a pas été le cas. Et il a été dit dans le même contrat qu'ils ont signé entre eux, nous n'étions pas là, je n'étais pas là, que en cas d'insuffisance de résultats, la résiliation du contrat doit être sans préavis. Je ne suis pas juriste pour commenter, mais ce que j'ai fait, puisque moi j'ai lu le contrat, puisque c'est moi qui ai pris l'arrêté qui a entériné la désignation de l'entraîneur, je n'ai fait qu'abroger l'arrêté, justement parce que pour moi, il était question d'éviter que les ressources de l'État, les ressources publiques, les ressources des contribuables ne servent pas à payer un entraîneur qui ne fait rien pendant 2 ans. Donc, c'est des mesures conservatoires pour sauvegarder les données publiques. C'est pour ça que j'ai pris cette mesure conservatoire. Maintenant, le contrat court entre la fédération et l'entraîneur. S'ils ont l'argent pour payer l'entraîneur, c'est tant mieux. Mais moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de continuer de payer un entraîneur alors que le contrat a prévu des conditions, a prévu des résultats qu'il doit atteindre. Et c'est l'État qui paye. Si c'était la fédération, il n'y a pas de problème, ils pourraient garder leur entraîneur comme ils veulent. Mais l'État ne peut pas payer 10 millions par mois à un entraîneur pendant 2 ans ne rien faire. Objectivement, moralement, c'est insupportable pour moi. Et il fallait
qu'en tant que, quand même, quelqu'un qui a fait le ministère des Finances, qu'il puisse dire, arrêtons comme ça, on ne peut plus continuer, on va se regarder les puisque on avait appris que le ministère serait de connivence avec la fédération. Bon, effectivement, le Bénin aime toujours les commentaires, les préjugés, mais moi, j'ai toujours une philosophie dans ma vie, madame la journaliste. C'est moi seul qui sais comment ça fonctionne dans ma tête. Tout ce que les gens disent là, si je suis convaincu que ce n'est pas le cas là, ils n'ont qu'à continuer de dire. Je n'ai jamais été de connivence avec qui que ce soit. Au contraire, j'ai fait l'effort plutôt de faire en sorte que la division interne, je ne peux pas vous cacher, cette fédération aujourd'hui, à quelques exceptions, c'est vraiment un panier à crabes. Vous avez suivi ce qui s'est passé sur les antennes, j'ai dû les rappeler. Il y a certains, même parmi eux, respectueux de leur personnalité, qui ont évité même de venir à cette réunion. Je les ai consultés après. C'est des gens, vous n'entendrez jamais leur nom. Donc parmi eux, il y a des gens qui ont la volonté de faire, mais la gouvernance interne de la fédération pose problème. Monsieur le ministre, est-ce qu'il faut continuer de la sorte? Bon, ça passe par la réunification. Ça passe par la réunification de la famille du football béninois. Ça passe par la transparence dans la gestion de la Fédération béninoise de football. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nos joueurs ont été, à un certain moment, pendant les éliminatoires, là, humiliés par des hôtels de la place. On leur a fermé les chambres sur les nez, à l'hôtel Zadaï, à l'hôtel ici. On a dû réagir. Et quand nous avons dit, mais l'hôtel où ils ont l'habitude d'être hébergés, il faut les mettre là, on les a montés. J'ai dit, bon, dans ces conditions, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc nous devons faire en sorte de faire la rivière. Nous devons faire en sorte de mettre plus de transparence. En tout cas, moi, ma volonté, ils le savent. Tous, ils le savent. Je les ai accompagnés vraiment, malgré les coups, malgré les chocs que je recevais. Je les ai accompagnés en tant que ministre de la Jeunesse, en tant que citoyen béninois et patriote béninois. Et malheureusement, je me rends compte que ce n'est pas vraiment l'amour parfait au sein de cette fédération. Et certainement que le gouvernement a quand même prévu quelque chose. Bon, vous savez, moi, si c'était faisable, j'allais le faire. Axes. Oui, parmi les grands axes, c'est que vous avez les 19, 20, 21 novembre 2014, nous avons validé le document national de sport à l'OCOSA. L'une des recommandations, entre la recommandation 13, a demandé instamment que cessent les affrontements par médias interposés. Moi, je pense qu'on peut mener des débats contradictoires. Les médias sont importants pour la visibilité du sport béninois. Les acteurs doivent s'asseoir en face des médias pour échanger, pour discuter, plutôt que de s'injurier, de s'invecter. Ça fait honte. Donc c'est pas un exemple qu'on doit donner. Donc il y a une recommandation qui interdit aux acteurs de s'insulter par médias interposés. Ensuite, nous sommes en train moi personnellement, je pense que nous devons apporter le sport à la base. Le sport scolaire universitaire est indispensable pour relever notre football et nos sports en général. Nous avons les sports de proximité dans les communes. Vous avez vu l'engouement qu'il y a eu pendant les vacances. Nous avons le projet Brésil. Nous avons envoyé près de 22 jeunes béninois au Brésil qui doivent revenir ce mois-ci. Nous voulons reconduire leur projet parce que la première année, c'est le Brésil qui supporte. Nous avons les centres de formation. Nous organisons les jeux inter-centres de formation. Nous organisons les jeux nationaux. Donc, c'est ces jeunes-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons apporter le sport à la base. Et c'est ça qui a fait que certains partenaires étrangers sont en train de venir à mon cabinet pour dire nous avons appris ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez apporter le sport à la base, nous voulons vous accompagner. Nous avons une équipe de la Catalogne, des jeunes de la Catalogne qui a choisi de venir livrer un match de football de bienfaisance avec les Panthères de Djougou. Et à cette occasion, ils vont offrir des matériels sportifs, ainsi de suite. Ils sont venus à mon cabinet, ils m'ont dit la politique qui consiste à apporter le sport là-bas, nous vous accompagnons. Ils ne sont pas seuls, il y a même un groupe italien qui est arrivé. C'est à nous d'être sérieux, simplement. Tout à fait, monsieur le ministre, c'est à nous d'être sérieux. Alors, juste un dernier mot. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je voulais inviter les acteurs du sport béninois à vraiment s'approprier le document de politique, les 13 recommandations du document de politique nationale des sports. C'est notre bréviaire et aujourd'hui, c'est comme un livre sacré que le sportif béninois, les acteurs du sport béninois doivent s'approprier parce que ça a reçu l'amendement
et l'adhésion de tous les acteurs, même les partenaires nous ont accompagnés. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous ces acteurs-là qui ont passé 72 heures à l'OCOSA avec les moyens maigres, mais ils ont sorti un document important. Je voulais profiter également pour dire que ma philosophie également, je l'ai dit quand j'ai pris fonction, le sport béninois ne peut pas s'en sortir avec les ressources uniquement du budget national, ce n'est pas possible. Donc la loi sur le financement du sport est indispensable. Le caractère indispensable de cette loi est dû au fait qu'au Bénin, là, nous n'avons pas la culture du sponsoring. Il va falloir que, c'est pour ça que nous travaillons à l'élaboration de la loi sur le financement du sport. On a distribué ce document-là au niveau des services techniques du ministère des Finances. Je vais relancer ce dossier-là. Même les députés nous accompagnent. Tous les acteurs sportifs sont d'accord là-dessus. Nous devons chercher des sources alternatives pour financer notre sport. Merci. Merci beaucoup. Je voulais profiter de l'occasion que m'offrez pour présenter les vœux à tous les sportifs béninois, à vous les journalistes, reporters sportifs, et présenter mes excuses au public pour le contretemps qu'il y a eu le mercredi dernier. J'étais pris, il était question que je sois ici à 19h15, mais j'étais pris jusqu'à 20h15. Il n'y a pas de problème. Et puisque je ne supporte pas le retard, je me suis abstenu. Merci infiniment. Merci. Le FNM, Fonds national de la microfinance, a remis ce jeudi des chèques au SFD, entendez, système financier décentralisé. Ce sont des partenaires dont le rôle est d'accompagner les bénéficiaires de microcrédits. C'était dans les locaux du fonds. Patrick Diossou y était, son compte rendu. Vous avez 220 millions, d'accord, pour le MCPP Pianf. 3 milliards 296 millions 400 000 francs CFA. C'est la cagnotte totale des montants alloués au système financier décentralisé SFD, dont les responsables reçoivent ici les chèques mis à disposition et signent les décharges pour ces ressources mises à disponibilité sur les lignes de crédit. Cette action s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la consolidation des interventions du Fonds national de la microfinance, de la promotion aussi de l'inclusion financière et de l'autonomisation de nos différents bénéficiaires. Chaque montant inscrit sur ces chèques est retenu suite aux appels de fonds. Pour des crédits de 50 000, le montant total affecté pour impacter les bénéficiaires se chiffre à 2 milliards 334 millions 800 000. Et pour les crédits destinés à la deuxième phase, c'est-à-dire le MCPP nouvelle génération, pour des montants de 100 000, le montant total est de 711 millions 600 000. Et en ce qui concerne le programme intermédiaire d'appui au développement des activités génératrices de revenus, le PIAD, le montant total est de 250 millions. Les responsables de ces structures partenaires du Fonds national de la microfinance FNM rassurent fermement de leur professionnalisme dans la bonne gestion des fonds alloués et la bonne gérance de leurs agents sur le terrain. Nous tiendrons le bon bout du fil afin que les performances de nos institutions puissent continuer à s'améliorer de jour en jour. Les prochaines échéances électorales se sont invitées à cette cérémonie. C'est vrai que nous allons traverser bientôt une période de turbulence. Le premier semestre 2015, c'est une période électorale. 2015, c'est une année à cheval sur les élections législatives et les élections présidentielles. C'est pendant cette période que le Fonds national de la microfinance fait l'objet de plusieurs attaques. Si la rigueur et le professionnalisme ne sont pas au rendez-vous, vous constaterez allègrement que les gens vont nous couler. C'est donc le moment pour nous, SFD, de faire preuve de plus de professionnalisme afin que ces fonds qui viennent d'être mis à notre disposition puissent être remboursés intégralement. Il n'y a pas deux choses pour clouer les becs aux gens. C'est le professionnalisme et la rigueur. Il lancé et pari à gagner pour que le système de microcrédit continue d'être macro-crédible au Bénin. Nous l'annoncions en titre, les jeunes désireux de recevoir une formation technique et professionnelle n'ont plus de soucis à se faire. Le gouvernement vient d'élaborer un projet dans ce sens. Il s'agit d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes. Le lancement du dit projet a eu lieu dans les locaux du ministère en charge de la formation technique et professionnelle. Héloïse Winato pour le compte-rendu.
Après maintes concertations et échanges entre l'Agence française de développement et le ministère en charge de la formation professionnelle, le projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes prend réellement corps. La cible, plus de 1500 jeunes désireux de suivre une formation par apprentissage de type dual de 27 communes des départements du Monokoufo, du Zou et des Collines. Montant mis à disposition plus de 2,5 milliards de francs CFA. Mais à quoi serviront ces fonds? La formation rénovée devrait permettre d'améliorer les performances techniques et économiques des artisans, TPE ou PME, employeurs, permettant à une partie des jeunes formés, avec l'appui du projet, de créer de nouvelles entreprises. Préparer les jeunes à la vie. Faire d'eux des ouvriers du développement tout en leur faisant comprendre que l'État ne peut être le seul pourvoyeur d'emploi. Les pouvoirs publics ont donc vu plus loin. L'entrepreneuriat reste la solution idéale. Le chômage, le sous-emploi ne pourront être combattus que grâce à la formation, grâce à l'apprentissage et surtout grâce à l'entrepreneuriat. C'est pourquoi mon pays, face à ces mots que je viens de décrire, a pris cette disposition en renforçant les capacités d'accueil par la construction des lycées techniques agro-pastoraux, les lycées techniques professionnels industriels dans plusieurs de nos localités. Ces centres ont pour mission essentielle d'initier nos jeunes à la création, de leur donner des compétences managériales et entrepreneuriales, de les amener à faire en sorte qu'ils aillent à l'auto-emploi et qu'ils deviennent non seulement des créateurs de richesses, mais qu'ils deviennent des donneurs de salaire et non des ouvriers et non des salariés. Avec le projet AFPIGE, le défaut de formation professionnelle est corrigé, ce qui vivifie l'espoir des jeunes et pourrait éloigner d'eux le sous-emploi, le chômage et l'exode rural. Le Fonds d'appui au développement des communes FADEC au cœur d'une rencontre entre le ministre de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire et les professionnels des médias. L'objectif de cette sortie est d'éclairer l'opinion publique sur les réalités liées à la gestion du Fonds FADEC, les critères d'éligibilité des communes ainsi que le dernier rapport de l'Assemblée nationale sont entre autres les points abordés. Olivier Sougoué. La gestion du Fonds FADEC, Fonds d'appui au développement des communes, est l'unique sujet de cette rencontre entre le ministre en charge de la décentralisation et les hommes des médias. Dans un premier temps, Isidore Yolonfon rappelle les objectifs du gouvernement en instituant ce fonds. Mobiliser les ressources destinées au développement des communes et des structures intercommunales. De transférer les ressources additionnelles nécessaires aux communes pour leur permettre d'exercer de façon efficiente leurs compétences. De concourir à la correction des déséquilibres entre les communes par le système de péréquation. De financer les actions de renforcement institutionnel des communes, renforcement des capacités et harmoniser les procédures de financement des communes. Lorsque chaque année, ces ressources-là sont mises à la disposition des communes en tenant compte d'un certain nombre de critères, il y a le contrôle. C'est-à-dire, par exemple, pour l'exercice 2014, d'ici là, nous allons mettre en place le système de contrôle pour aller évaluer comment les communes ont utilisé ces fonds. Ensuite, les implications du contrôle parlementaire ont été abordées. Nous étions à l'Assemblée nationale. Nous avons essayé d'apporter quelques clarifications, mais je dois dire que tout ce qui a été dit ne sont pas liés au fonds FADEC. Lorsque vous voyez le cas de la gestion des lotissements, les réserves administratives, ça n'a rien à voir avec le FADEC. Du point de vue de la méthodologie utilisée par l'Assemblée nationale, ceux qui ont réalisé ces enquêtes ne sont pas des agents assermentés. Dans toute enquête, il y a toujours la contradiction. Est-ce que le travail qu'ils ont fait, ils ont soumis ça à la contradiction des maires, que le maire dise, en fait, ce qu'on a fait là, ce n'est pas ça. Le maire donne un certain nombre d'explications qui permettent
à des moments donnés de réajuster et de corriger. Le fonds FADEC, un mécanisme national de financement des communes, institué depuis 2008, vise également à accroître l'accès des populations aux services de base tels que la santé et l'éducation. Le 6 février de chaque année est consacré à la journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Plus que concerné par cette pratique aux conséquences néfastes sur la santé de la fille et de la femme, le Bénin célèbre cette journée par l'organisation d'une série d'activités. À la veille de cette célébration, le ministre de la Famille s'est adressé à la nation, la teneur de son message au micro de Florine Zoudji. Les mutilations génitales féminines sont une atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la femme par ablation totale ou partielle, infibulation ou insensibilisation ou encore par tout autre procédé. Elle occasionne de graves conséquences sur le bien-être de la femme et de la fille, entre autres. L'ulcération et les infections des organes génitaux, les infections sexuellement transmissibles avec un risque accru de contracter le VIH-Sida, les complications liées à l'accouchement et la mise en péril du nouveau-né, les problèmes menstruels et urinaires dont les fistules, l'infertilité et parfois la mort. Face à ce fléau, le gouvernement du Bénin, en dehors des multiples actions menées depuis plus d'une décennie, se propose de mettre en place une stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur le genre qui prend en compte la prévention, la protection, le relèvement des victimes et la réinsertion des auteurs en vue d'une réduction de ce fléau, voire son éradication. Je vous invite alors tous, et plus encore les autorités locales, les chefs religieux, les leaders d'opinion et les chefs de famille à vous investir dans cette lutte. Pour l'épanouissement de la femme africaine en général et de la femme béninoise en particulier, engageons-nous tous dans la tolérance zéro à la mutilation génitale féminine. 15e édition du Salon national de l'artisanat. L'événement a connu son apothéose par une cérémonie de remise de prix aux meilleurs créateurs. À l'occasion, 3 œuvres originales ont été primées dans l'enceinte du ministère de la Culture. Reportage Christian Yankadia. Premier prix, prix du président de la République. Le bénéficiaire est M. Yorou T. Yakoubou. Yorou Yakoubou est l'une des révélations du 15e Salon national de l'artisan béninois. Il emporte le premier prix, un trophée plus 2 millions de francs CFA. Son œuvre est un moulin artisanal destiné à moudre du céréal. Depuis que ce truc a commencé, ça fait la 15e année, mais je suis le premier à recevoir ces 2 millions. Mais je promets, allez, plus que ça là. Je promets, comme je l'ai écrit, et je le ferai. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Deuxième prix, une sculpture. Et le troisième, un tapis réalisé à base de coton. Œuvre de la tresseuse Edwige Akoyon. Attirer l'attention du gouvernement sur le tissage ou les tisserands béninois. C'est mon objectif, le textile béninois. Chaque année, le Salon de l'artisanat suscite l'émulation au sein des hommes et femmes des métiers. Le gouvernement se déclare sensible à leurs efforts. Je profite de l'occasion pour vous exhorter à poursuivre sans relâche vos efforts dans le sens de l'amélioration de la qualité de vos œuvres. Chers artisanes et artisans, je voudrais pour finir vous inviter à être encore plus inventifs et à offrir sur le marché des produits artisanaux capables de maintenir durablement leur part de marché en raison de leur originalité et de leur personnalité. Les œuvres primées ont été sélectionnées parmi une quarantaine de créations méritantes. Il s'agit donc des meilleurs parmi les meilleurs. Le groupe Volcan des Collines a lancé son 3e album. Le chef-d'œuvre a été présenté au public ce mardi dans la cour de l'Hôtel de l'Amitié. Un reportage.
Le Goumbé valorisé. Ses pas de danse, condensés et rythmés en disent long. Le groupe Volcan, 3 jeunes gens pétris de culture et de talent, originaires des collines, ont décidé d'aller loin avec leur 3e album, sur fond du rythme Goumbé. Aujourd'hui, avec le titre « Trop c'est trop », pour ces jeunes, le message est clair. C'est la culture Idacha. Idacha, pour moi, c'est quelque chose de grand. Ma culture, c'est précieux pour moi. Le soutien est total. Sages, cadres et surtout les artistes des collines sont mobilisés pour accompagner le groupe. Je ne suis pas le seul à avoir contribué à aider ces jeunes-là. Il y a plusieurs personnes. Pour le parrain de l'événement, il y a de quoi se réjouir dans cet album. J'ai vu ces jeunes qui sont pétris de talent et je m'en voudrais de ne pas les accompagner. Il faut reconnaître que les volcans des collines ont vraiment bien animé la soirée. Je crois que vous êtes du même avis, que ça a été une soirée bien rythmée. Le Goumbé a vraiment sonné et que tout le monde était heureux. J'ai vu des gens debout, en train de sauter et ça fait plaisir. Les différents titres de cet album véhiculent des messages forts. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition, une édition unique que nous vous remercions d'avoir suivie. À très bientôt.